Bonjour. Aujourd'hui, on est le samedi 25 octobre 2025. En ce moment, on parle beaucoup du procès de M. Cédric Jubilard. C'est le monsieur qui est accusé d'avoir tué sa femme, Delphine. Apparemment, il a été condamné à 30 ans de prison. Mais moi, la question que je me pose, ce procès, moi, je ne suis pas contre qu'on condamne quelqu'un quand il y a des preuves, mais là, apparemment, il n'y a pas de preuves. On n'a pas trouvé de cadavre. Il y a eu des indices, certes, mais des indices ne font pas des preuves. Il y a des témoignages, mais vous savez, le témoignage humain ne fait pas une preuve. Hein. Donc, ce monsieur, on le condamne, mais comment peut-on condamner quelqu'un sans preuve? C'est impossible. On rentre actuellement dans un système judiciaire français très, très alambiqué, quoi. Parce qu'on ne condamne pas quelqu'un sans preuve. Parce que là, il n'y a aucune preuve. Et apparemment, même les gendarmes s'étaient trompés lors du début de l'enquête. Et actuellement, j'entends parler de l'amant de sa femme Delphine. Apparemment, l'amant était un peu dans le coup pour certains. Hein. On ne sait pas encore parce qu'il n'y a pas eu d'enquête le concernant. Mais comment peut-on condamner quelqu'un sans aucune preuve? C'est impossible. Ça, on rentre dans un système, comment ça s'appelle là, un système alambiqué, qui n'est pas clair du tout. Parce que vous savez, on nous dit, oui, il y a l'ADN. Oui, mais si vous savez, l'ADN, effectivement, il ne ment pas. L'ADN ne ment pas. Mais imaginez, par exemple, que deux personnes se trouvent dans une salle. Hein, qu'ils ont dansé dans cette salle-là, qu'ils ont fait plein de choses dedans. Et que dans cette salle-là, un crime y soit commis. Effectivement, on va trouver l'ADN des gens qui ont dansé, qui ont mangé. Mais ça ne doit pas dire que c'est eux qui ont commis le crime. C'est pour ça qu'il y a besoin d'enquête claire et nette, quoi. Mais là, ce n'est pas pour M. Jubilard, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune preuve. Et comme je disais tout à l'heure, un témoignage humain ne constitue pas de preuve. Parce que rappelez-vous, aux États-Unis, il y a des années de ça, il y a beaucoup de Noirs qui ont été amenés dans les couloirs de la mort, qui ont été condamnés à mort, sur de faux témoignages. Il y en a eu plein. Et dans les années récentes, il y en a beaucoup qui ont été innocentés grâce aux ADN, à l'ADN, pardon, parce qu'il a été prouvé que ce n'était pas eux. Vous voyez? Donc un témoignage humain n'est pas fiable. Hein. Donc moi, je ne comprends pas qu'on condamne quelqu'un sans preuve. Voilà. S'il y a une preuve, ça, il n'y a aucun souci. Même s'il y avait la peine de mort, moi, qu'on exécute le gars, ça ne me dérange pas. Mais là moi, je préfère quand même laisser un coupable dehors plutôt que de condamner un innocent. Après, moi, je ne le connais pas, M. Jubilard. Hein. Je ne connais pas, voilà, je ne sais pas s'il est désagréable, s'il est grossier, s'il est malpoli. Je ne connais pas ce monsieur. Mais c'est simplement dans le principe. Pour moi, dans ma mentalité de terre à terre, je refuse qu'on condamne quelqu'un sans preuve. Voilà. C'est que là, il faudrait quand même que la justice française se réveille, quoi. C'est pas parce que actuellement la justice est critiquée pour être laxiste qu'il faut quand même faire n'importe quoi. Parce que vous savez, souvent la justice, enfin ce qu'on appelle justice, moi j'appelle ça plutôt des tribunaux. Hein. Quand les tribunaux ont envie d'avoir un coupable, ben, quoi que vous fassiez, ils vont trouver un coupable. Hein. Parce que vous savez, c'est facile, comme le juge il a tout pouvoir, il peut décider de condamner qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et on dit souvent c'est le pouvoir de la chose jugée. Hein. La décision de la chose jugée, on ne peut pas y revenir. Donc quand un juge vous condamne, même s'il se plante, ben, c'est que vous êtes condamné, quoi. Hein. Donc vous êtes considéré comme criminel ou voleur, voilà, même si c'est faux. Hein. Du moins que le juge a décidé, mais ça veut dire que c'est vrai. Mais bon, vous savez, comme
comme certains le savent, hein, la justice ne dit pas la vérité, la justice dit le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes blond et que la justice décide qu'on ne doit pas vous appeler blond, vous traiter de blond, ben, on n'a pas le droit. Et pourtant, dans les faits, hein, objectivement, vous êtes blond. Mais comme le juge, il a décidé de façon imaginaire que vous n'êtes pas blond, ben, vous n'êtes pas blond. Voilà, enfin, vous êtes blond, mais on ne peut pas vous appeler blond. On n'a pas le droit de vous appeler blond. Vous savez, c'est d'ailleurs là la différence entre une réalité imaginaire et une réalité objective. Hein. Une réalité imaginaire, c'est quoi? C'est par exemple nos droits, vous savez, nos hymnes nationaux, les républiques, tous les régimes créés, les souverainetés, tout ça, c'est des réalités imaginaires. Parce que si un jour les hommes décident de ne plus y croire, ben ces réalités n'existeront plus. Alors qu'une réalité objective, c'est quoi? C'est une réalité qu'on ne peut pas changer, même si on n'y croit plus. Par exemple, quand une montagne est là, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, la montagne sera toujours là. Quand un arbre est là, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, l'arbre sera toujours là. Hein? Le fleuve qui est là, ou la rivière qui est là, ou l'océan qui est là, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, ils seront toujours là. Le fait que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, ça qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ben, ce sera toujours le cas. Alors que la réalité imaginaire, c'est comme la monnaie. Hein. La monnaie, c'est une réalité imaginaire. Le jour où les gens ils cesseront de croire à la monnaie n'existera plus. En fait, la monnaie telle qu'on la connaît actuellement. Hein. Donc ça, ce sont des réalités imaginaires. Tout ce qui est monnaie, religion, croyance, ange, tout ça, c'est des réalités imaginaires. Alors que les réalités objectives, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ben, ils resteront toujours là. C'est ça la différence. La deuxième chose, c'était l'histoire de la fille qui avait tué Lola, vous savez, l'Algérienne qui s'appelle Samia Ben Kired. Mais moi, j'ai entendu l'autre fois Carl Zero expliquer, apparemment, c'est une histoire très très bizarre. Apparemment, il y a du satanisme là-dessous et on ne sait pas trop parce que la fille n'a pas été qualifiée de folle, hein, donc elle n'a pas été qualifiée d'avoir n'a pas, les psychiatres n'ont pas dit qu'elle avait des soucis psychiatriques. Donc elle était bien raisonnée. Donc ça veut dire que si elle agit comme ça, il y avait quand même quelque chose derrière, quoi. On ne sait pas quoi. Hein. Est-ce que c'était une secte? Apparemment, il y en a qui disent que ça vient d'une secte satanique. Hein. Donc là, il faudrait quand même éclaircir ça, mais comme les tribunaux français ne se penchent pas beaucoup dans ça, ben voilà, on ne sait pas trop qui est-ce qui est derrière tout ça, quoi. Et en principe, les tribunaux français n'aiment pas trop s'aventurer dans des zones, dans les zones sombres, quoi, de l'âme humaine. Et, parce que ça, c'est ce qu'on appelle les zones sombres, hein, les labyrinthes de la vie humaine, quoi. Parce que là, il faudrait peut-être chercher derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Effectivement, bon, la fille, elle mérite je ne sais pas, hein, une condamnation à perpétuité, je suis d'accord, pour avoir tué cette petite fille. Mais le problème, après, il faut chercher qui est-ce qui est derrière tout ça. Vous savez, c'est comme l'histoire de la fête du trou, hein, en Belgique. Hein. On n'a jamais su exactement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de gendarmes qui ont disparu, des gens qui sont morts comme ça. On n'a jamais su ce qui s'était passé exactement dans l'affaire du trou. Et, voilà, donc il faudrait que les juges, les tribunaux se réveillent là-dessus, hein, parce qu'il faudrait qu'ils soient formés à aller chercher des choses dans des zones labyrinthiques, dans des zones plus loin que les zones apparentes comme ça, que les façades, quoi. Parce que là, on condamne la façade, mais on ne condamne pas ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Et je reviens aussi juste sur l'histoire des retraites. Là, vous savez, comme je vous disais l'autre fois, j'entendais dans un live, là, notamment de Fred Marseille, un monsieur dire qu'il s'inquiétait pour ses enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Mais je lui dis, il ne faut pas qu'ils se rendent malades à cause de ça, ça ne sert à rien. De toute façon, leur monde sera le leur, hein, ce ne sera pas le nôtre, nous on ne sera plus là, ils se chargeront de leur monde à eux. Donc nous, on s'occupe d'embellir notre monde à nous, hein, donc de bien faire nos routes, de bien faire nos bâtiments, de bien faire ce qu'on a à faire. Mais vous savez, ceux qui ont construit les pays ne pensaient pas aux enfants, aux arrière-petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, non. Ils pensaient à faire quelque chose de solide pour que les gens qui vivent soient bien, quoi.
Hein, les routes, quand on les a faites, c'est pour que voilà, les gens puissent rouler tranquillement. Les lumières, quand on les a faites, c'est pour que les gens voient où ils vont. Voilà, on n'a pas fait ça pour le futur. Hein. L'avenir des enfants, ben, ils s'en chargeront. Nous, on se charge de faire ce qu'on peut. Hein. On se charge d'assurer notre futur, notre avenir. Mais le futur des enfants, après, s'ils trouvent quelque chose de bon, ben, il n'y a pas de souci. Mais s'ils ne trouvent pas, eh ben, ils se débrouilleront. Hein. Vous savez, les gens qui vivaient dans les années 600, 700, 800, 900, leur époque je pense, était encore plus dure que la nôtre. Hein. Même dans les années 1500 en France, il y avait les guerres de religion. Et actuellement, ce n'est plus le cas dans notre pays. On est quand même beaucoup plus aisé que ça. Hein. Malgré qu'on nous dit qu'il y a des crimes. Ok, il y a des crimes, je suis d'accord. Mais ça n'en fait pas un pays excessivement dangereux. Bon, mais je suis d'accord, c'est qu'on est rentré quand même dans une société d'émotion. Vous savez, maintenant, le moindre fait divers nous fait nous sauter sur notre chaise quoi. Parce on est devenu très émotif. On ne supporte plus comment ça s'appelle, les crimes, les meurtres et autres. Parce que vous vous rappelez, il y a eu, durant les guerres, là, les guerres 1870 en France, je parle là, des guerres napoléoniennes, les premières, deuxième guerre mondiale, vous savez, il y avait beaucoup de crimes. Hein. Et on nous dit que oui, c'est parce qu'il y a beaucoup, ces crimes sont liés aux immigrés. Mais pas forcément, pas forcément. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais effectivement, actuellement, les immigrés qui viennent en France, c'est la plupart des gens pauvres, hein, c'est des gens, la plupart ignorants, parce que les gens qui ont des hauts niveaux d'études quand ils arrivent ici, vous les verrez jamais dans les rues déjà. Hein. Donc, et en plus, la France a un défaut, c'est que quand vous arrivez en France et que vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas travailler, même si vous voulez travailler. Ce qui fait qu'on empêche les gens de travailler, mais comme les gens, il faut qu'ils vivent, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont obligés de voler hein, pour vivre. Sinon, ils sont obligés d'aller quémander dans des associations ou bien d'aller demander des aides sociales. Mais ce n'est pas eux qui le veulent, c'est notre État qui a voulu ça. Hein. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui cherchent des gens pour travailler. Mais le problème, c'est que si un entrepreneur embauche quelqu'un qui n'a pas de papier, déjà il est condamné à payer des amendes et il risque de la fermeture de son entreprise. Vous voyez? Et c'est ça, c'est ça qui complique les choses en fait. Mais si on agissait autrement, peut-être que les choses changeraient. Si on permettait à ces gens-là de travailler. Moi, je ne vous dis pas d'accueillir, comme disait le Premier ministre de Mitterrand, hein, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Hein. Mais c'est sûr que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on peut quand même prendre sa part, parce qu'on oublie toujours de citer la phrase telle qu'il avait cité. Il avait dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais c'est-à-dire que c'était Michel Rocard qui avait dit ça. C'était Michel Rocard qui avait dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il avait rajouté, mais elle doit en prendre sa part. On est d'accord. Mais effectivement, il faut trouver des traités avec les pays d'où ils viennent ces gens-là pour qu'ils ne viennent pas. Hein. C'est simple. Mais sinon, ça ne changera rien à la situation. Mais donc, si on veut effectivement qu'il y ait moins d'immigrants, on est obligé d'avoir des accords avec les pays d'origine de ces gens-là. Parce que vous savez, l'Europe est presque proche de l'Afrique, hein, malheureusement, pour les Européens. Donc, parce que vous vous rappelez par exemple de Mme Meloni en Italie, elle avait dit qu'elle ne voulait plus d'émigrés, ils avaient voté des lois anti-immigration, mais le malheur c'est qu'il s'est trouvé que les entreprises italiennes lui ont dit non, c'est pas possible, on a besoin de travailleurs, parce qu'en Italie, la population italienne est vieillissante. Hein. Donc d'ailleurs, c'est ces immigrés-là qui travaillent pour les retraites françaises, hein. Faut l'avouer ça. Sans ces gens-là, peut-être qu'il n'y aurait pas de retraite. Il faut peut-être changer le mode de cotisation qu'on a actuellement. Peut-être supprimer la cotisation par répartition et partir sur des cotisations par capitalisation. Hein. Donc, dans ce cas, chacun aura ce qu'il a cotisé. Hein. Donc, bon, effectivement, la plupart des gens qui viennent en Europe, je dirais même, c'est des. J'aime pas ce terme, mais la plupart du temps, c'est des déchets de l'Afrique. Hein.
Il y en a quelques-uns qui arrivent, alors qu'ils ont enfin, il y a quelques-uns qui arrivent, qui ont des hauts niveaux d'études, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ces gens-là, on ne les voit pas traîner dans les rues, ils ne volent pas, ils ne volent pas des sacs à main dans les rues, ils ne plantent pas des couteaux dans le dos des gens, hein, ils ne violent pas des femmes. Hein. Non, non, ces gens-là, ben, ils cherchent du travail, mais si on ne leur permet pas de travailler, même eux qui ont des hauts niveaux des études, ben, ils ne vont pas pouvoir vivre comme il faut. Hein. Ça, il faut quand même le comprendre. Hein. C'est humain, hein, vous savez, tout être humain a besoin de vivre, hein. C'est comme ça, tout être vivant. Hein. Si on met des êtres vivants ensemble alors qu'ils n'ont pas de quoi vivre, ben, ils vont même se manger entre eux. C'est comme ça a toujours été comme ça. Voilà. On dit que oui, les criminels sont souvent d'origine étrangère. C'est possible, je ne sais pas, il y a des statistiques, bon, mais apparemment il y a des gens qui ont des statistiques plausibles. Bon, c'est possible. Hein. Et vous savez, c'est pas bon. Là, effectivement, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que la France est remplacée, va être remplacée par des étrangers. Hein, c'est la théorie tenue notamment par comment ça s'appelle, le parti de Zemmour, hein, enfin, et même du RN, quoi, de certains du RN, du Rassemblement National et des Zemmour, qui disent que la France va être remplacée, c'est le grand remplacement, c'est la théorie du grand remplacement, théorisée par Renaud Camus, hein, l'auteur Renaud Camus. Mais le grand remplacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français de souche, hein, les blonds aux yeux bleus, vont être remplacés par des bruns maghrébins, et par des noirs métis, ou voilà, des noirs et des métis. Mais Zemmour lui-même qui vous parle de ça, mais je ne sais pas si les gens, ils ont quand même les yeux ouverts. Hein. Je ne sais pas si les gens, ils ont les yeux ouverts. Parce que, ben, comme c'est un intellectuel brillant, vous savez, enfin, je ne sais pas, moi j'espère qu'il ne fait pas semblant. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il vous fait semblant de vous donner un cadeau empoisonné. Hein. Vous savez, il ne faut pas accepter les cadeaux, parce que vous savez que dans la Bible, je ne me rappelle plus dans quel verset, hein, dans quel chapitre, mais il est dit qu'il ne faut pas accepter les cadeaux, parce que les cadeaux rend aveugle les gens qui ont les yeux ouverts. Oui. Il faut toujours refuser un cadeau parce que le cadeau rend aveugle celui qui a les yeux ouverts. Et là, j'ai l'impression des gens comme Zemmour, ben parce que Zemmour lui-même, c'est un maghrébin, hein, c'est un berbère maghrébin, hein, qui vient dire aux Français blonds aux yeux bleus que vous allez être remplacés. Mais lui-même, c'est un remplaçant. Donc, ouais, c'est une théorie qui ne tient pas debout. Donc, il faut essayer de vivre ensemble, d'essayer d'éduquer les gens, effectivement, mais ceux qui ne parlent pas français, essayer de les éduquer et essayer d'utiliser l'argent qu'on a, parce qu'on nous dit que oui, les immigrés, beaucoup d'argent va vers les immigrés, notamment l'AME, qui coûte 1,2 milliard par an à la France. Je suis d'accord, mais imaginez que ces gens-là arrivent et qu'ils soient malades dans notre pays, ben, on va encore payer plus pour les soigner parce qu'ils vont encore contaminer la population française, hein, s'ils sont malades. Donc l'AME a été faite pour ça, hein, pour protéger les Français eux-mêmes contre les maladies. Et en revanche, ce qu'il faudrait faire, surtout, moi c'est ce que je pense, hein, c'est qu'il faudrait essayer, vous savez, on a à peu près, je ne sais pas combien de premiers ministres on a, si on n'a pas 23 à 25 premiers ministres actuellement en France. Mais ces ministres-là, ils touchent des faveurs pas possibles. Et si on leur enlevait toutes ces faveurs-là, et si on leur laissait que 5 000 euros pour vivre, hein, et les anciens présidents tels que Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui touchent 32 000 euros de retraite par mois, on ne peut pas leur laisser que 5 000 euros et garder tout le reste pour l'État. On pourrait faire ça, et ça rapporterait beaucoup de choses. Il y en a qui disent aussi qu'il y a l'ASPA, c'est-à-dire qu'allocation de solidarité pour personnes âgées, il y a une partie qui est versée à des Algériens qui viennent en France alors qu'ils ont 65 ans. Il suffit que l'Algérien, par exemple, le vieux Algérien qui a 65 ans, vienne en France et dès qu'il vit 3 mois en France, il peut avoir droit à l'ASPA. Mais c'est possible, hein? Mais bon, ça, est-ce que c'est pas une goutte d'eau? Est-ce que ce n'est pas juste pour la fémisterie, pour comment ça s'appelle, pour foutre la zizanie entre les populations d'origine étrangère et les Français?
Je ne sais pas. Donc, mais à mon avis, c'est effectivement, c'est des choses qui coûtent cher à la France. Mais si on regarde tout, si on vérifiait toutes les sommes qu'on donne, où elles vont, ben je suis pas, je vous assure que ces sommes-là qu'on donne aux étrangers, à l'ASPA qu'on donne aux Algériens qui viennent en France, ce serait très peu, ainsi que l'AME. Hein. Parce que vous savez, si on était riche, on n'en serait pas là à compter des petites sommes. Ah, c'est sûr qu'un milliard, ce n'est pas une petite somme, je suis d'accord avec vous. Mais si on en arrive là, c'est qu'il y a quand même un souci. Parce qu'il y a une époque, on ne comptait pas comme ça. On ne comptait pas des sommes qu'on donnait aux gens. Mais parce que là, on est en train de nous appauvrir. Hein. Effectivement, il y a de plus en plus de crimes. Mais ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on dit que ce sont les étrangers. La plupart des crimes qui sont commis en France sont commis par des étrangers. Mais je vous rappelle, par exemple, en Italie, dans les années 70, 80, vous savez, la mafia, hein, il y avait la mafia, la Cosa Nostra, la Drangheta, la Gomorra, la Camorra. Mais ça, c'était pas des étrangers. Hein, pourtant, ils s'entretuaient entre eux. Hein. Vous vous rappelez des décennies noires en Italie dans les années 70, hein, l'attentat de la gare de Bologne, hein, l'enlèvement d'Aldo Moro, mais tout ça, c'était pas fait par des étrangers. Hein. Hein. La bande Abadère en Allemagne, ce n'était pas non plus des étrangers qui faisaient ces assassinats-là. Hein. Donc, vous savez, il y a eu beaucoup de crimes hein, qui sont commis par des Européens autochtones. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de grand remplacement, il faut y faire attention, quoi, vous voyez. Donc, parce que ceux qui vous tiennent cette théorie-là, eux-mêmes, ce sont des remplaçants. Hein. C'est des gens comme Zemmour. Des Zemmour, les Saraknafo, mais eux, c'est pas des Français, ce ne sont pas des Français de souche non plus. Hein. Mais effectivement, qu'ils aient acquis la connaissance, l'histoire française, qu'ils aient la culture française, je suis d'accord. Mais identitairement, ce ne sont pas des Français de souche, ce sont des Berbères, ce sont des Maghrébins, ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit des fois, quoi. Moi, je suis d'accord, s'il y a des crimes criminels, il n'y a pas de souci. Mais en plus, s'il n'y avait pas d'étrangers pour travailler dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, que ferait-on? Que ferait-on en France? Parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui cherchent des gens qui travaillent. Hein. Dans les restaurants, dans les petites entreprises, même dans les petites entreprises des villages, hein, telles que l'Ardèche. Hein. Les gens ils cherchent des travailleurs, mais ils n'en trouvent pas. Parce que la plupart des gens, ils ne veulent plus travailler. C'est que les Français ne se rendent pas compte parce que vous savez, on donne les aides sociales à certains Français. Mais en fait, cette aide sociale-là, c'est une perfusion. Vous savez, c'est une perfusion dans laquelle on vous met du poison. C'est-à-dire qu'on empoisonne les gens petit à petit jusqu'au jour où ils vont mourir. Parce qu'à force que certains reçoivent les aides sociales, ben, ils n'ont plus envie de travailler, ce qui est logique. Hein. Vous savez, si on donne à quelqu'un de l'argent pour ne pas travailler, ben, c'est normal que la personne reste chez elle. D'ailleurs, on devrait être dans une société où les gens n'ont même pas à travailler parce qu'on a inventé toute la technologie, toute la robotique pour que l'homme se repose. Mais malheureusement, l'argent généré par ces intelligences artificielles, par cette robotique-là, ben, elle est dirigée que vers certaines personnes, quoi, qui deviennent des multimilliardaires. Et les milliardaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent-là? Et quand on leur demande de participer au financement de la France, vous savez, ils chialent, tel que M. Bernard Arnault. Hein. Alors que le monsieur, il a à peu près 200 milliards de patrimoine. Hein. Évidemment, ce n'est pas que de l'argent qu'il a dans sa banque, mais ça fait quand même 200 milliards de patrimoine. Donc, voilà. Donc, cette théorie de grand remplacement, je suis d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, c'est de la fumisterie, ça ne tient pas debout. De toute façon, si la France ne relance pas, ou la France ou l'Europe ne relance pas sa politique nataliste, tôt ou tard, l'Europe sera remplacée. Hein. Ça, malheureusement, ça va être comme ça. Donc, l'Europe et la France notamment ont intérêt à relancer leur politique nataliste. Sinon, ça ne changera rien. On va s'agiter partout, mais ça ne servira à rien. Donc,
je ne suis pas sûr que le fait de dire que la France est remplacée, et si on vire les immigrés, comme disent certains, parce qu'il y en a qui proposent ce qu'on appelle la réimmigration, donc c'est-à-dire qu'ils veulent faire réimmigrer, faire rentrer tous les immigrés vers leur pays d'origine. Mais ceux qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, et les enfants qui sont nés ici, qui ont peut-être la double nationalité ou qu'une nationalité française, s'ils sont noirs ou maghrébins, vous en faites quoi? Hein? Les gens qui disent qu'ils ne veulent pas de mariage mixte en France, ils ne veulent pas de mélange de population. Mais si deux personnes s'entendent et veulent être ensemble, qu'est-ce que vous les allez en faire? Que l'un soit noir, l'autre blanc, ou l'autre soit noir, ou l'autre maghrébin, l'autre, je sais pas, noir, ou asiatique. Vous allez en faire quoi? Vous allez en faire quoi? Vous allez mettre devant un peloton d'exécution et les liquider? Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Parce que cette histoire de réimmigration, je pense que ça ne tient pas debout. Mais après, on peut faire comme le Canada, l'immigration choisie. Parce que les Canadiens, ils font l'immigration choisie. Et là-bas, en plus, ils autorisent la double nationalité. Mais si jamais le gars il ne respecte pas toutes les lois canadiennes, les lois, bon, c'est-à-dire qu'il continue à faire des méfaits en permanence, mais les Canadiens, ils vous déchoivent de la nationalité canadienne, ils vous bannissent du pays à vie. Mais ça, on peut le faire. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on va réimmigrer les gens par simple volonté, si les gens ils n'ont rien fait. Si quelqu'un fait un crime et qu'il est étranger ou qu'il a une double nationalité, effectivement, on peut déchoir de sa nationalité française et le renvoyer dans son pays d'origine. Mais le problème, c'est que s'il est né ici, hein, même s'il a une double nationalité, d'ailleurs, parce que vous savez, la plupart des gens qui ont la double nationalité, quand ils acquièrent la nationalité française, on ne leur demande pas s'ils veulent abandonner l'autre nationalité. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de... C'est d'ailleurs mon cas. Moi, quand j'ai acquis la nationalité française, on ne m'a jamais demandé si je voulais laisser ma nationalité d'origine. Moi, je ne savais même pas que c'était faisable. Moi, on m'a donné la nationalité comme ça. Ça m'a demandé mon avis. Enfin, moi aussi, on m'a demandé mon avis. Je veux simplement dire qu'on ne m'a pas demandé si je voulais abandonner ma nationalité de mon pays d'origine. Non, non, non. Quand je suis arrivé, quand j'ai acquis ma nationalité en 89, on ne m'a pas posé la question. Voilà, c'est pour ça que c'est à force d'entendre parler de double nationalité que j'ai compris qu'on pouvait abandonner sa nationalité d'origine. Voilà. Donc ça, c'est une théorie fumeuse. Hein. C'est le fait de dire qu'on va faire réimmigrer les gens sans qu'ils fassent quoi que ce soit. Ça ne tient pas debout. Je pense qu'il faudrait trouver des accords avec les pays d'origine des immigrés, essayer de faire en sorte qu'ils ne viennent pas, essayer d'aider, enfin pas aider, et d'avoir des coopérations avec ces pays-là pour qu'ils puissent se développer, transférer la technologie européenne et française, allemande en Afrique pour qu'il y ait un développement. Dans ce cas-là, les Africains ne viendront pas. Parce que si les Africains viennent, c'est simplement parce qu'ils sont pauvres en général. Hein. Parce que les riches africains, ben, vous savez, ils ne viendront pas. Ils ne viennent pas en Europe. Hein. Ils viennent en vacances, ils rentrent chez eux. Mais quand ils viennent, ils ne restent pas. Ça ne les intéresse pas de rester ici. Parce qu'ils ont leur vie est mieux là-bas pour eux. Que de venir ici, ça ne leur sert à rien. Vous savez, il y a très peu de gens qui quittent leur pays par plaisir. Hein. Donc voilà. Donc il faut arrêter de dire aux gens, parce que c'est des immigrés, c'est parce que c'est des immigrés, c'est des criminels. Non. Mais vous savez, dans les années 60, on a fait aussi une erreur, c'est d'avoir rassemblé les gens dans des bars d'immeubles selon leur nationalité, selon leur origine. Et ça a été le danger. Si on avait dispersé les immigrés dans toute la France, sur tout le territoire français, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que si vous regroupez les mêmes gens qui sont issus du même pays, dans les mêmes bars d'immeubles, forcément ils vont reproduire leur coutume d'origine. Ils vont parler leur langue d'origine, ils ne vont pas parler le français. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Mais là, tous les politiques s'agitent en disant « ouais, c'est des immigrés, ils ne parlent pas français ». Oui, mais il y a quand même la faute des politiques aussi, ça. Et même l'éducation nationale, l'éducation des enfants. Ça y est, aujourd'hui, on nous dit que oui, faut pas donner une fessée à un enfant
Eh ben oui, mais si on fait pas, on donne pas une fête, je dis pas qu'il faut taper des enfants comme des fous, mais si on ne montre pas à l'enfant qu'il y a une autorité dans la famille, ben, vous savez, hein, ça va être la zizanie. Et ces enfants-là, après, quand ils vont à l'école, ils vont croire que tout leur est permis. Ça, vous savez, ça, c'est l'effet des enseignements de Madame Françoise Dolto, hein. La psychanalyste Françoise Dolto, ben ce sont ces théories-là qui font que maintenant, mais, là, actuellement, on nous dit qu'il faut pas toucher un enfant, faut pas. Bon, je dis pas qu'il faut violenter les enfants, je suis contre la maltraitance, mais il faut quand même montrer à un gamin qu'il y a une autorité dans la maison où il habite. Hein. Parce que vous savez, quand l'enfant naît, il faudrait le nourrir, le protéger, l'éduquer. Hein. Donc, si l'enfant s'éduque tout seul, ben, c'est pas possible. Après, une fois qu'il est autonome, il s'en va. Moi, vous savez, moi, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne m'inquiète pas de mes enfants ou de mes petits-enfants si j'en ai un jour. Hein. Vous savez, c'est comme les oiseaux. Hein. Vous savez, les oiseaux, les oiseaux, ils éclosent, hein, dans leur nid. Mais les mamans oiseaux, ils arrivent, ils régurgitent la nourriture pour donner à leurs petits. Et une fois qu'ils sont autonomes, ils ne s'en préoccupent plus. Ils ne se préoccupent plus des petits. Une fois qu'ils sont autonomes, ils s'en vont, c'est fini. Alors qu'ils les ont nourris par la bouche. Hein. Vous voyez? Donc il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas à s'inquiéter pour les futurs. Il faut s'inquiéter de notre futur, de notre cours futur, de notre cours à venir à nous. Bon, mais reconstruire le pays et essayer de faire en sorte que ce pays se redresse. Hein. Essayer de réduire les dépenses énormes qu'on fait dans toutes ces institutions, hein, les dépenses faites par nos ministres, nos premiers ministres. Hein. Il faut réduire leur faveur. Ben, eux-mêmes, ils devraient le faire s'ils disent qu'ils aiment le pays. Ils devraient le penser eux-mêmes. Il n'y aurait même pas besoin de les forcer, vous voyez. Mais comme ils s'en foutent, ils sont là que pour leur poche. D'ailleurs, ils sont pareils que les dirigeants africains. Hein. La plupart des dirigeants africains, ils sont là que pour leurs pommes. C'est pour ça que l'Afrique n'arrive pas à se développer. Et pourtant, l'Afrique, c'est le continent le plus riche au niveau du sous-sol. C'est le continent le plus riche. Mais malheureusement, à cause des dirigeants qui sont des voleurs, des pillards, ben, et à cause aussi des problèmes ethniques. Parce que vous savez, quand j'entends les Africains discuter, ben, on a l'impression que c'est vraiment c'est un nid de, je sais pas moi, un nid d'oiseaux qui est en train de piailler tout le temps. Ils sont tout le temps en train de s'engueuler, d'être arrogants, hautains, et méprisants les uns vis-à-vis de l'autre. Ils sont tout le temps en train de hurler, hein, et de s'engueuler les uns les autres. Mais ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. Il faut aller calmement, hein, et faire les choses doucement. Développer un pays, si un pays africain se développe, il sera la vitrine de toute l'Afrique et les autres vont suivre. Et ça, pour le moment, comme les Africains ont perdu la technologie, peut-être qu'à une époque, il y a des milliers d'années, des millions d'années de cela, ils avaient la technologie nécessaire pour se développer à l'époque. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il faudrait essayer de lier des relations avec les pays qui ont la technologie de développement pour essayer de se développer soi-même. Je suis convaincu, parmi les Africains, il y a des scientifiques assez intelligents, assez cultivés, assez structurés pour pouvoir développer l'Afrique. Mais malheureusement, comme dans leur pays, ils ne sont pas considérés, ben, ils s'enfuient ailleurs. Ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada, ils vont en Europe. Hein. Donc, ou ils vont en Chine des fois, hein, pour livrer là-bas leur connaissance. Ce qui fait que comme c'est les gens qui ont la connaissance qui s'en vont, ben, ceux qui restent en Afrique, ben, c'est les pauvres, les vieux et les enfants. Et ces gens-là, puisqu'il faut qu'ils vivent, ben, ils viennent dans les pays où ils sont censés pouvoir vivre, hein, où ils sont censés avoir une certaine liberté. Même si la liberté elle-même en France n'y est plus. Hein, parce que la liberté d'expression, ben, elle est de plus en plus brimée quand même. Elle est de plus en plus brimée parce que vous savez, maintenant on est dans une société de contrôle et une société d'autorisation et non pas une société de liberté. Hein.
Parce que vous n'avez plus le droit de dire ce que vous voulez, hein. Donc, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, vous rappelez-vous des gens comme Vincent Renoir qui ont été condamnés pour avoir dit des mots qui ne plaisent pas. Hein. Il y avait des gens comme Hervé Ryssen, hein, des gens comme Alain Soral, comme Dieudonné, comme Robert Forisson. Hein. Juste parce qu'ils ils ont critiqué, hein, ce qui s'était passé dans les camps, ils ne reconnaissaient pas l'histoire des chambres à gaz de la Deuxième Guerre mondiale, hein, à cause de la loi, de la loi Guesso. Parce qu'avec la loi Guesso, vous ne pouvez pas remettre en cause le génocide des Juifs askénazes de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Vous ne pouvez pas discuter. Alors que ça aurait dû être discuté par des historiens. Mais non, mais en France, on est venu, on a mis une loi dessus pour que personne n'en parle. Et c'est ça notre erreur, c'est-à-dire qu'en France, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on met une loi. Hein? C'est comme SOS Racisme, c'est pareil. On a mis SOS Racisme pour dresser les enfants français, les enfants français dont les parents étaient immigrés, enfin eux ils sont français mais leurs parents étaient immigrés, mais on les a dressés avec SOS Racisme contre les Français autochtones, en disant que les Français autochtones c'était des beaufs, c'était des racistes. Dans les années 80, le SOS Racisme a été créé en 1984 par Harlem Désir, Julien Drey et Bernard Pignol. Maintenant, ce sont les mêmes, c'est les mêmes des gens comme Julien Drey qui viennent dresser les Français autochtones contre les Français d'origine extra-européenne. Je ne dirais pas que c'est des étrangers puisqu'ils ont la nationalité française. On nous dit que voilà, ces gens-là, c'est des islamistes, c'est des terroristes, c'est des criminels. Oui, et c'est ça l'erreur. Et je pense que Zemmour, il est dans ce même cas. Hein. Zemmour, il est dans ce même cas. C'est-à-dire qu'il dresse les Français contre enfin, il dresse les Français autochtones contre les Français qui ne sont pas issus de l'Union européenne, de l'Europe, quoi, on va dire, de l'Europe. Parce que l'Union européenne, c'est une institution, alors que l'Europe, c'est un continent. Et ce que je dis aussi, tous les gens qui soient gays, qui soient, je sais pas moi, gays, lesbiennes, tout ça, moi je ne suis pas contre. Hein. Après, il y a toutes les natures dans la vie. Hein. Les gays, ils ont le droit de vivre leur vie, voilà, il n'y a pas de souci, ça a toujours existé, hein, c'est pas nouveau. Donc, mais ces gens-là, s'ils ont les moyens, hein, ils n'ont qu'à adopter des enfants, ils n'ont qu'à aller en Russie adopter des enfants si possible. Parce qu'on ne peut pas dire que la France est des peuples tout en ne faisant pas des enfants ou tout en n'adoptant pas des enfants. Parce que, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de gens pour payer nos retraites par répartition, comment on va faire s'il n'y a pas d'enfants qui travaillent pour les payer? Comme je disais tout à l'heure, hein, il y a la robotisation, mais le problème c'est que les robots, effectivement, même s'ils travaillent, l'argent il va pas vers la population française, hein. Il va vers les chefs d'entreprise qui s'enrichissent de plus en plus. Parce qu'en France, il y a de plus en plus de millionnaires et de milliardaires. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre que les gens s'enrichissent. Mais il faut quand même qu'ils réfléchissent, qu'ils se disent que voilà, ils sont dans le même bateau que les autres. Si le bateau coule, on coule tous. Hein. Donc ces milliardaires, je pense que s'ils sont conscients, ils devraient quand même utiliser leur argent pour aider l'État, hein, à mieux gérer ces pays, quoi. À mettre de l'argent dans la justice, hein, dans l'armée, hein, dans la police, dans les hôpitaux, hein, et enfin, dans la santé en général, quoi. Mais il ne s'agit pas de thésauriser l'argent, parce que l'argent en lui-même, il ne sert à rien. C'est juste un moyen de subsistance, de survie. Parce que sinon, pourquoi on vit dans le même pays dans ce cas? Oui, ils vont dire qu'ils n'ont pas envie d'engraisser les immigrés, de donner de l'argent aux immigrés. Bon, d'accord, je suis d'accord. Mais si l'immigré, il vient, il travaille, il ne fait de mal à personne, et alors? Si après, vous savez, moi je suis ferme, hein. Si après il y a quelqu'un qui arrive en France, qui fait des crimes, qui tue, qui viole, qui massacre, mais là je suis d'accord, il faut le renvoyer tout de suite. Si ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Il n'y a aucun pays qui tolérerait ça. Je vous ai parlé du Canada tout à l'heure. Hein. Les Canadiens, ils acceptent les gens selon leurs compétences, mais ils peuvent vous donner leur nationalité. Mais si vous commettez des crimes en permanence là-bas, ben, ils vous déchoient de la nationalité canadienne et ils vous bannissent du pays à vie.
Mais il faudrait qu'on fasse de la même chose, de la même façon. Au lieu de dire aux gens, il y a le grand remplacement, c'est comme j'entends des fois Mathieu Bocoté, vous savez Mathieu Bocoté, hein, il a été traité une fois par Fabien Roussel de réfugié économique. Parce que lui, Mathieu Bocoté, là, qui est sur la chaise, il vient du Canada. Hein? C'est pas un Français de chose non plus, lui. Et évidemment, il parle français, mais il est d'origine canadienne. Hein? Et lui aussi, il théorise la politique du grand remplacement. Donc, mais je pense qu'il faudrait se réveiller et essayer de sauver la France au lieu de se battre les uns contre les autres. Je vous ai dit, on est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, on coule tous. Hein. Et même les immigrés qui viennent, ben, ils ne viendront plus. Parce que vous savez, si on s'appauvrit, si on ne retisse pas nos liens diplomatiques avec les pays avec lesquels ces liens diplomatiques ont été fracassés par notre président Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron nous a fâchés avec presque la planète entière, hein, notamment avec la plupart des pays africains. Et à cause de ces histoires de visas aussi, je pense qu'il faut libérer les visas, permettre aux gens de venir et avoir des accords, des traités avec les pays d'origine. Mais s'ils ne veulent pas rentrer, avec les accords qu'on a avec ces pays-là, on les renvoie. Les pays d'où ils viennent, ils les reprennent. Il n'y a pas de souci. Parce que vous savez, quand quelqu'un émigre dans un pays et qu'il veut y rester, c'est parce qu'il est venu d'un pays pauvre. Parce que vous vous rappelez, dans les années 1800, les Italiens qui venaient, qui arrivaient en France en venant d'Italie, mais ils étaient traités de la même façon. Hein. Il y a même des députés qui proposaient que les Italiens payent une indemnité par jour. Allez lire les livres de ces années-là. Vous allez voir. Hein. Même aux États-Unis, quand les Italiens ont migré là-bas, ils avaient la mafia. Hein. Il y avait la mafia italienne, la mafia juive et la mafia irlandaise aux États-Unis. Je vous rappelle que le père de John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président qui a été assassiné, c'était un mafieux. Donc voilà, il ne faut pas venir nous dire que tous les criminels, c'est que des immigrés. Non, comme j'ai rappelé tout à l'heure, hein, en Italie, il y avait la Drangheta, la mafia, la Gomorra, la Camorra, la Cosa Nostra. Mais ce n'était pas des étrangers, ça. Donc, à mon avis, je pense que comme on est sur le même bateau, il faut qu'on essaie de se tenir la main, au lieu de dire que celui-là il est maghrébin, celui-là il est noir, celui-là il est européen de souche, français de souche, mais on est tous sur le même bateau. Effectivement, on peut limiter l'immigration, intégrer déjà les gens qui sont là, leur apprendre les us et coutumes de la France, on est d'accord. Hein, qu'ils parlent bien français, on est d'accord. Mais il ne faut pas dire que celui-là, parce qu'il est noir, je veux parler comme j'entendais une dame dire l'autre fois, elle ne veut plus de noirs ni de maghrébins en France. Mais s'il n'y a pas de noirs et de maghrébins, qui est-ce qui va travailler dans ce cas? Vous savez, je vais vous dire, quelqu'un déjà qui parle votre langue, c'est presque votre frère, hein? Votre frère de culture. Parce que si on prend par exemple un Français il est culturellement plus proche d'un Sénégalais, d'un Camerounais, d'un Ivoirien que d'un Suédois ou d'un Finlandais. Hein? Un Espagnol est plus proche culturellement d'un Mexicain, d'un Chilien, d'un Argentin que d'un Lituanien ou que d'un Letton. On nous dit que les immigrés se regroupent entre eux. Mais vous savez, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, hein, quand j'étais jeune en Afrique, il y avait des coopérants qui allaient au Sénégal, par exemple. Mais ces coopérants français-là, qui étaient blancs, ils se regroupaient entre eux. Mais ça, c'est l'instinct grégaire, c'est normal. C'est normal que les gens se regroupent. Parce que imaginez qu'un jour, que vous soyez blanc, que vous allez en plein Sibérie, en plein zone désertique ou en pleine zone désertique ou en plein océan, vous êtes tout seul, vous rencontrez quelqu'un qui parle le français, même s'il est noir, même s'il est asiatique, mais vous serez content d'être avec quelqu'un qui parle votre langue, vous voyez? C'est votre frère de culture. C'est pas parce qu'il a la couleur noire qu'il est pas votre frère. Je disais donc, si vous êtes en plein Sibérie ou dans un désert ou en plein océan, vous rencontrez quelqu'un qui parle votre langue, vous êtes content. Alors que vous pouvez rencontrer un blanc qui est comme vous, qui est blanc, mais s'il parle finlandais ou qu'il parle allemand et que vous ne parlez pas la langue, vous n'arriverez pas à communiquer. Vous voyez? Pourtant, il est votre frère de couleur, de peau, mais culturellement, mais vous n'avez aucun lien. Donc, il faut arrêter ces bêtises-là.
Tous ceux qui nous parlent de grand remplacement, de réimmigration, mais arrêtez. Et je vous dis, des gens, moi je vous dis, hein, j'estime Zemmour, c'est un intellectuel bruyant, mais il faudrait qu'il se réveille un peu, qu'il se calme, parce que son histoire de grand remplacement, comme j'ai dit tout à l'heure, lui-même c'est un remplaçant. Parce que lui, c'est un Maghrébin, hein, c'est un Maghrébin, il vient d'Algérie, hein, ou ses parents viennent d'Algérie. Donc il n'est ni blond, il n'a ni les yeux bleus. Et Sarah Knafo, c'est pareil. Il est d'origine berbère. Hein? Les Arthur, tout ça là, ils sont d'origine berbère. Hein? Arthur qui s'appelle Jacques Essebag. Hein? Comme Gad Elmaleh. Ce sont des berbères. Patrick Timsit, c'est un berbère. Michel Boujna, c'est un berbère. Patrick Bruel qui s'appelle Patrick Benguigui, c'est un berbère. Bernard-Henri Lévy, c'est un berbère. Hein? Bon, après les Finkielkraut, les Raphaël Antoven, les William Goldanen, ben eux ce sont des Askénages, hein, ce sont des Juifs européens, c'est pas des Sémites. Hein. Donc voilà, mais tous ces, bon, hein, je disais, bon, il y a Arthur, il y a, comment ça s'appelle là, comme Enrico Machas qui s'appelle Gaston Grenacia, il est d'origine algérienne, c'est un berbère aussi. Hein. Il y en a plein comme ça. Donc arrêtez de nous parler de grand remplacement. C'est une théorie fumeuse qui ne tient pas debout. Le gars qui l'a théorisé, Renaud Camus, je suis d'accord, lui, il était peut-être français de souche. En plus, vous savez, l'histoire du français de souche, c'est très compliqué, hein, parce que si vous regardez bien, les français de souche, il y en a très peu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et ceux qui veulent faire la réimmigration ou épurer la France de tout, mais dans ce cas, il faudrait épurer aussi même les langues. Hein, parce que vous savez, le mot radier, mais vous savez que c'est un mot arabe. Ça vient du Coran. Minas Shaitan Rajim, c'est-à-dire que le diable banni. Shaitan, c'est le diable. Rajim, c'est bannir le diable banni. Donc radier, ça vient de bannir. C'est comme algèbre et alcool, ça vient aussi de la langue arabe. Hein. Mais dans ce cas, il faudrait supprimer ces mots-là aussi de la langue française, vous voyez. Toute langue a des origines étrangères et toute population a des origines étrangères. C'est impossible autrement. Parce que vous savez, même la France, quand elle a été créée, c'était des Vandales. Hein. Il y avait des Vandales qui étaient venus en France. Ensuite, il y a eu des petites populations qui sont créées avec Vercingétorix. Ensuite, il y a eu Clovis. Ensuite, il y a eu les Carolingiens. Enfin, il y a eu d'abord les Mérovingiens, les Vandales, les Gauls, les Visigoths, les Ostrogoths. Ensuite, les Vandales, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Orléanais, les Bourbons, il y a tout ça. Ensuite, il y a eu l'Empire Napoléon, il y a eu la Révolution française. Ensuite, il y a eu Napoléon Ier, Napoléon qui était d'origine corse, donc italienne. Vous voyez? Et Napoléon n'était ni blond ni aux yeux bleus. Hein. Et pourtant, il était considéré comme empereur, il était l'empereur de la France. Ouais. Il faut simplement acquérir la culture du pays. La culture, les traditions, les coutumes du pays. C'est ça être un Français. Ce n'est pas parce que vous êtes noir, vous êtes de Pomard, vous êtes maghrébin, vous êtes asiatique que vous n'êtes pas français. Non. Du moment que vous avez acquis la culture et que vous comprenez les coutumes, les traditions, et vous êtes français. Il n'y a pas de souci. Parce que quelqu'un qui vit dans un pays pendant 30 ans, vous ne pouvez pas lui dire à ses enfants qu'on va les virer. Ça ne tient pas debout. Vous savez, c'est comme les États-Unis, hein, qui veulent virer tous les immigrés. Mais eux-mêmes, ce sont des immigrés. Hein. Les Américains, c'est quoi? C'est un ensemble c'est des Scandinaves, ce sont des Européens qui sont partis là-bas, hein, notamment, comme je disais l'autre fois, des Irlandais, des Anglais, des Écossais, des Gallois, des Allemands, des Français, des Espagnols, des Hollandais, hein, des Scandinaves, notamment Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Islande. Hein? C'est ceux-là qui ont constitué, qui ont immigré aux États-Unis. Mais en s'installant, ils ont quand même supprimé la population autochtone qui était la population amérindienne. Hein? S'il y a une telle agitation actuellement avec les WASP, de ce qu'ils appellent les WASP, White anglo-saxonnes protestantes, pourquoi ils s'agitent actuellement? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en minorité par rapport à tous les immigrés qui sont.
Et ils craignent de disparaître comme ils ont fait disparaître les populations autochtones amérindiennes. Bon, d'ailleurs, leur disparition ne sera pas aussi violente, je pense, comme ils ont fait tuer tous les Amérindiens. Bon, c'est juste une disparition progressive. Mais ça pas, je ne pense pas que ça va être une disparition par les armes, par un massacre comme ils ont fait, comme ils ont fait avec les Amérindiens. Parce que les Amérindiens, ils ont tous été massacrés par les soldats américains, par les aventuriers. Ce ne sera pas le cas pour les WASP. Hein. Ça va être une disparition progressive par la natalité, parce qu'en plus, les WASP ne se reproduisent moins que les immigrés, notamment les Mexicains. Et ça, c'est leur hantise. C'est la raison pour laquelle Donald Trump s'agite actuellement. Parce que vous savez, Donald Trump lui-même, il est de la, je pense, de la deuxième génération, parce que son grand-père venait d'Allemagne. Hein. C'est son père qui est né aux États-Unis. Et ensuite, il y a Donald Trump qui est né là-bas. Donc lui, c'est la deuxième génération de Donald Trump. Donc lui-même, il est d'origine immigrée récente. Donc, vous voyez, tout ça, ça ne tient absolument pas debout. Ça ne tient pas debout. C'est comme les Israéliens qui sont en Israël. Hein. Ce sont des immigrés. Ils n'étaient pas là à l'origine. Il y en avait peut-être quelques juifs sabra qui étaient là, des juifs des sémites, hein, des juifs séfarades bon, eux, ils étaient dans les pays arabes, mais les juifs sabra, ils étaient là. Mais sinon, Israël est constitué de migrants. Hein. Ce sont les juifs ashkénazes qui sont des juifs européens. Eux, ce ne sont pas des sémites qui ont émigré en Palestine et qui ont créé l'État d'Israël. Mais les juifs ashkénazes, ce ne sont pas des sémites. Je suis désolé. Hein. Et eux, pareil, là-bas, ils font un grand remplacement. Là-bas, c'est un grand remplacement. Parce qu'ils veulent virer tous les Palestiniens, ou ceux qui ne sont pas virés, les massacrer et récupérer les territoires. Et comme je vous ai dit, hein, le projet sioniste, c'est Israël de Nil à l'Euphrate. Donc, de l'Égypte à l'Irak. Hein. Donc, ça, c'est un grand remplacement, par contre. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, hein, ils ont fait un grand remplacement et maintenant ils ont peur d'être remplacés. Et les Israéliens, c'est pareil. Comme ils ont fait un remplacement et maintenant ils veulent massacrer toute la population palestinienne pour récupérer tous les territoires. Et malheureusement, ben, ils sont quand même entourés de populations arabes. Hein. Mais d'ailleurs, je pense que Israël en tant que régime devrait disparaître. Moi, je suis pour la disparition d'Israël en tant que régime. Je ne dis pas qu'il faut faire disparaître les Israéliens, ce n'est pas ce que je dis. Mais le régime, en tant que tel, il devrait disparaître et faire une population commune, palestinienne, palestino-israélienne, palestino-juive. Hein? Ce n'est pas parce qu'on veut la disparition du régime d'Israël qu'on veut la disparition d'Israël. Vous savez, c'est comme la disparition de l'Afrique du Sud. Le régime d'apartheid d'Afrique du Sud a disparu, mais les Blancs qui étaient, ils n'ont pas été massacrés. Tous les Noirs d'Afrique ne leur sont pas tombés dessus. Hein? Vous voyez? Et pourtant, ils massacraient les Noirs comme ils voulaient. Mais ça n'a pas empêché, quand Mandela est arrivé, il a prôné la paix. Hein? Par la reconnaissance. Hein? Donc, par la réconciliation. Il avait théorisé la réconciliation, il avait mis au point pour que les gens se vivent ensemble. Mais en Israël, ça devrait être pareil. Donc le régime israélien devrait disparaître, comme d'ailleurs le régime communiste a disparu. Hein? Est-ce que parce que le régime communiste a disparu, les gens des pays de l'Est ont disparu? Non, la population n'a pas disparu. Mais le régime israélien devrait disparaître. Le régime nazi qui devrait disparaître. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai été très très long, mais je suis désolé. Allez, à la prochaine.